Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de LCI, nous sommes en direct, il est 18h12 et c'est l'heure donc de 24 heures week-end. Alors où en est-on sur le remaniement? Déjà 4 jours qu'Édouard Philippe a la double casquette de Matignon et de Beauvau. Quel signal cela envoie-t-il? À quoi doit-on s'attendre? On en parle avec mes invités. Bonsoir Michel Cotta. Bonsoir. Éditorialiste politique bien sûr. Jean Garrigue est historien et spécialiste de l'histoire contemporaine. Bonsoir mon cher Jean. Virginie Leguet, journaliste chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Florian Silinski, fondateur de l'agence La Frenchcom. Bonsoir à vous. Et Benjamin Duhamel pour le service politique de TF1 et LCI. Tout va bien Benjamin? Impeccable. Il y a plein d'infos pour nous Benjamin, je vous préviens. Il y a plein de choses à nous raconter. Alors ce remaniement, c'est vrai qu'on l'attend depuis la semaine dernière. Ça va faire quasiment 5 jours maintenant que Gérard Collomb est parti. Quelle ampleur va-t-il prendre? Est-ce qu'on est dans un moment de crise ou pas? On va en débattre dans cette émission bien évidemment. D'ailleurs, faisons le point avec Catherine André. Un Premier ministre omniprésent. Ce matin, aux côtés des aidants familiaux, après un déplacement hier en Île-de-France. Édouard Philippe sur tous les fronts, sur le terrain et en coulisses, au plus près des tractations, alors que tout le monde attend le remaniement. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le remaniement est imminent? Merci beaucoup. C'est pour quand le remaniement? Édouard Philippe ne dira rien, mais le remaniement est imminent. Sera-t-il restreint ou plus large? Le Premier ministre préférerait la seconde option pour tourner la page d'une rentrée difficile. Reste l'épineuse question du casting, un casse-tête pour Emmanuel Macron. Pour le ministère de l'Intérieur, certains députés poussent Florence Parly, l'actuelle ministre de la Défense, ou François Molins, l'ancien procureur de Paris. Pour les sortants, Françoise Nyssen à la culture serait menacée, ou encore Jacques Mézard à la cohésion des territoires. C'est beaucoup plus flou en revanche pour les nouveaux entrants. En coulisses, certains s'inquiètent de l'absence de poids lourds, de personnalités fortes au sein de la République en marche. Alors, nous faisons des supputations, ça s'appelle du name dropping, mais en vrai, Michel Cotta, personne n'en sait rien, et il n'y a que Emmanuel Macron qui sache quoi que peut-être. Et encore. Et encore. Et encore, alors qu'il n'est peut-être voilà. pas. On voit bien, il y a beaucoup de problèmes et finalement peu de personnes pour les résoudre. Et oui, c'est ça. L'intérieur, on voit bien quel est le profil de l'intérieur. Il faut quelqu'un qui soit politique, donc ça peut pas être quelqu'un qui débarque immédiatement, donc ça peut pas être un jeune marcheur. En même temps, il faut que ce soit quelqu'un de confiance et de confiance proche. On sait bien la place que les ministres de l'Intérieur ont auprès des présidents de la République de cette façon-là. Et puis s'il est vaste, ce remaniement, c'est vrai qu'il n'y a pas un nombre de personnalités considérables qui puissent être d'autres postes qu'à l'intérieur. Donc finalement, bonne chance à eux, mais on voit bien que c'est le paradoxe, cette majorité, une majorité neuve, nouvelle, qui a été élue parce qu'elle était nouvelle, et parce qu'elle est nouvelle, n'a pas le coffre qu'on réclamerait par moment. Alors large ou pas large, on va en débattre, on va en discuter un peu dans une seconde. D'abord, est-ce que, Jean Garrigue, c'est une information importante que ce gouvernement, que ce remaniement traîne? C'est-à-dire que, est-ce que ça nous dit quelque chose que depuis 5 jours, on soit encore dans l'attente? Ou est-ce que c'est classique? Alors, on peut comprendre que ce qui s'est passé, la séquence qui est un peu inédite aussi, la manière dont Gérard Collomb est parti, c'est quelque chose d'inédit. Et on voit bien que jusqu'au dernier moment, on a essayé de le retenir. Donc ça explique aussi qu'il y a un petit laps de temps qui s'exerce. Le fait que Édouard Philippe cumule les deux fonctions, je rappellerai que Georges Clemenceau les a cumulées pendant 3 ans. Ah oui. Et que finalement, ça n'a pas si mal marché. Et que d'ailleurs, tous les présidents du Conseil de la Troisième République cumulaient un autre mandat, un autre portefeuille. Ça veut dire qu'il pourrait garder l'intérieur, Édouard Philippe? Je pense que sous la 5e, ça ne se fait pas. Ça n'est pas la fonction primo-ministérielle est tellement importante, et même symboliquement, qu'on ne partage Sauf pas. Raymond Barre, qui a pas. Sauf Raymond Barre, qui a gardé le ministère de l'économie et des finances pendant des mois. Mais parce qu'il y avait une direction indiquée. Ça voudrait dire que Édouard Philippe mette le paquet sur sa fonction de ministre de l'Intérieur. Bon, on ne pense pas que ça soit possible. Mais c'est vrai que de toute manière, toute la séquence montre une certaine inexpérience, un certain amateurisme, mais surtout, et c'est ce que disait Michel Cotta, un manque de vivier politique dans la République en marche. Mais pourrait-il en être autrement aussi? C'est une formation c'est un mouvement politique qui a 2 ans. Donc et ça date de 2016. Est-ce qu'ils n'ont pas de ressources politiques, sauf, et ça
à mon sens, ce serait le moment si ils vont chercher un tout petit peu du côté de leur principal allié qui a été un petit peu négligé depuis un peu de temps et qui l'a montré au moment de l'élection du président de l'Assemblée nationale, qui est le MoDem. Et je pense que dans le moment qui est le nôtre, dans un moment où le gouvernement est en quête, je dirais, d'un peu plus d'humanisme social, pour ne pas dire plus, et aussi de lien avec les collectivités locales, faire entrer des représentants du MoDem qui, quelque part, peuvent incarner ces idées-là, ce ne serait pas forcément un mauvais choix. Il y a quelque chose aussi, juste pour terminer sur le timing, Virginie Leguet, c'est que sur cette affaire-là, Emmanuel Macron n'a pas été le maître des horloges. C'est-à-dire qu'on peut imaginer en général un remaniement, c'est le président ou le Premier ministre qui décide, on va remanier pour telle et telle raison politique. Là, comme pour l'affaire Hulot, ça s'est imposé à lui, c'est-à-dire qu'il n'a rien choisi, quoi. Et Gérard Collomb, il est parti de son propre fait. 2 ministres d'État qui claquent la porte au nez du président de la République, même si pour Nicolas Hulot c'était peut-être moins violent que Gérard Collomb, c'est pas le signe d'une très grande maîtrise des choses. D'autant que là, il y a 2 ministres d'État, mais que François Bayrou, lui aussi, était ministre d'État et est parti. Et quand on pense à ces 3 ministres-là, tous les 3 représentaient une ouverture. François Bayrou, c'était effectivement le MoDem, Gérard Collomb, le Parti socialiste, et Nicolas Hulot, les écologistes. Ces 3 ministres-là étant partis, il ne faudrait pas que la stricte base des marcheurs se réduise à elle-même, parce que ce elle-même est assez faible, assez fragile. Il y a certes une majorité à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas d'autres élus. Il n'y a pas eu d'autres élections, d'ailleurs, donc il n'y a pas eu le temps d'avoir des troupes un peu solides et aguerries. Donc peut-être que Emmanuel Macron va de nouveau trouver des vertus à ce vieux monde qu'il avait un petit peu rejeté quand il est arrivé au gouvernement, et dont il va se rendre compte que ce vieux monde est constitué d'hommes et de femmes politiques d'expérience. Et somme toute, l'expérience, c'est utile pour occuper des postes aussi sensibles que l'intérieur. Benjamin ? Oui, aussi, une des raisons pour lesquelles ça traîne un petit peu, c'est parce qu'il y a, vous savez, c'est ce mot anglais, ça s'appelle le screening. En fait, le screening, ça consiste à vérifier les profils des gens qu'on a envie de faire rentrer au gouvernement. Et ça, forcément, ça prend un peu de temps. C'est la haute autorité qui s'en charge pour éviter des cas comme ceux de Laura Flessel, où en l'occurrence, il y a eu des soupçons de soucis fiscaux. Le cas de Thomas Thévenoud, parce que là, clairement, le gouvernement, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut vérifier scrupuleusement que les gens qu'on est susceptible de nommer au gouvernement sont absolument impeccables. Ah oui, Florian Silnicki, vous qui travaillez dans la com, c'est vrai que c'est absolument fondamental. Il ne peut pas se tromper là-dessus. Ah, c'est clair. Surtout qu'Emmanuel Macron, il a été élu par les Français à l'issue d'une campagne présidentielle qui s'était quand même résumée à une succession d'affaires. Et il a été élu en promettant d'être irréprochable. Est-ce qu'on a vu cette succession d'affaires ou de reproches qui sont liés à des personnalités très importantes autour de lui, comme le président de l'Assemblée nationale? Ça lui a posé des problèmes. Il a su les surmonter jusqu'à cette affaire Benalla, qui, elle, risque d'être une tâche sur le quinquennat. Et même si on nettoie la tâche, comme sur un t-shirt, il y a toujours une petite auréole. Eh bien, c'est ce que l'entourage d'Emmanuel Macron tente de gommer. Et ce remaniement, il peut être l'occasion, au fond, d'être un sursaut, de passer à autre chose, de reprendre le contrôle du temps politique qu'il a clairement perdu jusque-là. Alors justement, vous dites qu'il a perdu le contrôle. On a fait on vous a préparé un petit montage justement sur les termes employés dans la semaine entre les personnalités politiques de la majorité et puis les opposants. Regardez, c'est assez amusant. C'est indiscutablement une crise. Il ne faut pas non plus en faire une crise grave. La démission de Gérard Collomb, elle traduit une crise politique majeure. Rien de ce qui se passe depuis 48 heures ne s'apparente à une crise politique. C'est une crise évidemment politique, mais depuis l'affaire Benalla, c'est une crise politique. Voilà, alors crise ou pas crise, Emmanuel Macron, lui, n'emploie pas le même mot. Écoutez. La force de cette Constitution, c'est qu'elle permet d'éviter la tyrannie de l'immédiateté, qui est une absurdité contemporaine. C'est-à-dire que ce ne sont pas les péripéties du quotidien qui doivent décider pour une nation. Il faut regarder à hauteur d'homme et avec notre histoire et notre destin en perspective. Si on regarde tous les jours les péripéties du quotidien, avec tout ce qui se passe, les sondages, les ceci, les cela, on n'avance plus, on ne fait plus rien. Les péripéties du quotidien, nous dit le chef de l'État. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, Florian Silnicki, parce que c'est vrai que c'est assez amusant. On se moque, mais franchement, ils ont utilisé les mêmes termes. C'est quand même assez étonnant. Surtout, moi, ce que je retiens, c'est leur stratégie de communication de crise basée sur la minimalisation, sur l'anecdotisation de tout ce qui se passe. Ça n'a jamais marché.
ils n'en tirent aucune leçon, ils reprennent ces stratégies qui ne fonctionnent pas, qui au fond les rassurent. Ils auraient gagné à dire, oui, effectivement, on a un problème. C'est le meilleur moyen de fermer une séquence. L'historien qui est à mes côtés pourra le dire bien mieux que moi, mais on ne peut pas en permanence prendre l'opinion publique pour des idiots et considérer qu'on va passer à autre chose en considérant que tout ça, c'est pas grand-chose. Et mettre la tête dans le sable, ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera pas. De l'autre côté, je crois que les feux de l'opposition ont été aussi paradoxaux. Parce que dès que Gérard Collomb a fait savoir qu'il démissionnerait après les européennes, toute l'opposition a dit, mais alors, qui démissionne maintenant? Ce qu'il fait. Et là-dessus, c'est une crise de régime. Bon, en réalité, c'est un divorce. On ne sait pas encore tout, mais moi, je suis convaincu que c'est un vrai divorce entre les deux, même si Gérard Collomb dit le contraire à Lyon et si le président se tait. Mais en tout cas, l'opposition est tout à fait dans la même caricature. Voilà. Benjamin, on a une idée des vraies raisons, parce que Michel dit on ne sait pas encore tout, mais je suis persuadée qu'un jour, peut-être on saura. Est-ce qu'on a un peu des idées sur la vraie raison de fond? Sur le départ de Gérard Collomb. Écoutez, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a... plus que sur le fond, c'est-à-dire que la spécificité du départ de Nicolas Hulot, c'est que c'était un départ lié en partie au caractère de Nicolas Hulot, mais aussi à des raisons idéologiques, c'est ce qu'il a dit, en partant, le poids des lobbies, le fait qu'il était déçu des ambitions écologiques du gouvernement. Ce qui est très intéressant sur le cas de Gérard Collomb, et c'est pour ça que le mot de crise politique, il n'y a pas de crise à proprement parler, de risque d'une majorité qui pourrait partir, mais c'est une crise sur le mode de gouvernance, parce que quand on regarde bien, notamment, vous savez, il y a eu ce qu'on appelle un off de Gérard Collomb qui avait été fait avec des journalistes, un papier de la Dépêche du Midi, où il expliquait un certain nombre de choses. D'abord, qu'il y avait effectivement, c'était l'expression qu'il avait utilisée, l'hubris, vous savez, c'est-à-dire l'arrogance potentielle d'Emmanuel Macron. Il y avait aussi des doutes sur la façon dont les territoires étaient traités. Donc, en fait, ça ressemble à une véritable cassure personnelle entre les deux hommes. Gérard Collomb, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui était au tout début là pour Emmanuel Macron. Donc, une cassure personnelle et puis évidemment des ambitions politiques de Gérard Collomb qui, au fond, a senti également qu'à Lyon, ça devenait compliqué, que certains s'organisaient, et notamment sans lui. On a vu d'ailleurs un sondage qui est tombé aujourd'hui qui explique que plus d'une majorité des Lyonnais considèrent qu'il est temps que Gérard Collomb passe la main. Gérard Collomb a sans doute senti que ça allait être difficile et qu'il était urgent pour lui de revenir à Lyon pour préparer les municipales. Jean ? Oui, c'est complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Gérard Collomb, qui représente l'ancien monde, a une expérience politique qui lui a fait sentir assez vite ce qu'étaient les dérives de la présidence macronienne. Emmanuel Macron a une vision très, j'allais dire, intellectuelle de la présidence et d'une présidentialité gaulienne. Il nous dit il faut être à hauteur d'homme. Je pense que c'est même à hauteur de héros national qu'il se place, sauf qu'il ne se rend pas compte que ce que pouvait faire le général de Gaulle à son époque, fort de sa légitimité, fort des résultats économiques spectaculaires de la France des années 60, on ne peut plus le faire aujourd'hui parce que les résultats ne sont en demi-teinte et parce que les médias, parce que l'attention, l'exigence du public n'est plus du tout la même qu'au temps du général de Gaulle. Donc vous ne pouvez plus gouverner dans cette forme de présidentialité un peu hautaine, voire distante, et on voit bien à quel point ça le nuit. Et Gérard Collomb l'a dit, attention à l'hubris, attention aux collectivités locales. Lui, qui connaît bien cette politique-là, qui est très imprégné dans un réseau d'élus locaux, de franc-maçonnerie et de tas de réseaux comme ça qui prennent le pouls de la société française, il avait compris tout ça. Et on voit bien que là, sur la méthodologie de la présidentialité macronienne, il y a eu un clash entre les deux hommes et que je pense que c'est quand même la raison fondamentale du départ. Mais alors c'est très important pour la suite, parce que pour Emmanuel Macron qui organisait des séminaires, des entretiens annuels, même pour les ministres, avec Édouard Philippe, un peu à la manière d'une entreprise. Il y a 7 ministres qui sont partis depuis le début. On vous a préparé une petite infographie avec la photo du gouvernement, du premier gouvernement d'Édouard Philippe. Alors, ils sont tous partis pour des raisons différentes, on est bien d'accord, mais tout de même, on peut quand même se demander, Virginie Leguet, si Emmanuel Macron est un bon DRH. Est-ce que ça va se bousculer au portillon pour rentrer au gouvernement ou pas ? En tout cas, quand on écoutait attentivement ce qu'a déclaré Nicolas Hulot lors de la passation de pouvoir et ce qu'a déclaré Gérard Collomb, on se rendait compte que l'un et l'autre avaient souffert d'isolement, s'étaient sentis délaissés et s'étaient sentis, dans le fond, fort peu soutenus. Alors, on peut dire qu'un ministre doit être autonome, doit gérer son ministère et ses équipes tout seul, mais en l'occurrence, quand on se souvient des déclarations presque d'amour de Gérard Collomb à l'encontre d'Emmanuel Macron, c'était même très surprenant dans sa bouche.
ces mots-là. Hein, oui, des mots vraiment des mots extrêmement sentimentaux. Et quand on voyait la blessure qui semblait être la sienne depuis quelques semaines, et notamment, je crois, depuis l'affaire Benalla, où on l'a entendu en pleine commission parlementaire dire d'un air un peu sidéré, je n'étais au courant de rien. Je pense que ça a été la première blessure. Ensuite, il semblerait qu'à la rentrée, quand Gérard Collomb ait parlé d'hubris, Emmanuel Macron ait fort peu goûté cette saillie et lui un peu soufflé dans les bronches. Mais il y a réellement, je pense, chez Emmanuel Macron, de la même façon que quand il s'adresse aux Français, on voit qu'il ne trouve pas le bon ton. Il s'obstine. Quand il leur parle dans la rue, il s'obstine à leur donner des petites leçons de savoir-vivre. On va l'entendre tout à l'heure. Hein, d'orientation, de traverser la rue, d'acheter, de travailler pour ailleurs. Donc là, il ne trouve pas le bon ton. Mais je pense qu'il ne le trouve pas non plus, ou qu'il ne l'a pas trouvé avec ses ministres. Il ne s'agit pas de considérer que parce qu'on est à l'Élysée et que les ministres sont en dessous, quoi, il y a un rang quasiment hiérarchique, on peut un peu les mener à la baguette. Mais est-ce que ça se passe? C'est un jeu collectif. Est-ce que ça veut dire... Si tout le monde doit avancer ensemble, il faut que tout le monde ait envie d'avancer ensemble. Est-ce que ça veut dire, Michel Cotta, qu'il peut avoir du mal à recruter? Est-ce que c'est un poste qui finalement ne fait pas autant rêver qu'avant parce qu'il y a que des coups à prendre en gros? Oui, mais d'accord, mais ça depuis longtemps. Et puis moi, j'ai jamais vu d'homme politique dire non à une proposition. Pas vraiment, quoi. Bon. Mais je voulais revenir sur Gérard Collomb. Virginie dit que il a été ému par l'affaire Benalla, mais je peux vous dire que de l'autre côté, à l'Élysée, on a surtout été très ému par le fait qu'il fasse semblant de ne rien savoir. On sait très bien qu'un ministre de l'Intérieur, ça c'est quelque chose, et d'autant qu'il l'avait quitté, et il ne le quittait pas pendant toute la campagne électorale. Donc il ne pouvait pas dire qu'il ne connaissait pas Benalla, il ne pouvait pas charger le préfet de police comme il l'a fait, et ça c'est vrai que le président l'a aussi mal pris. Je veux dire, c'est pas, là pour le coup, c'est pas Gérard Collomb qui a été brutalisé, c'est presque le président de la République qui a ressenti les premières affres de cette rupture. Mais je ne sais pas si Gérard Collomb avait une idée de l'importance, ou disons du rôle que jouait exactement Alexandre Benalla à l'Élysée. C'est ce que j'allais dire, si c'est un problème s'il ne l'avait pas quand même. Je parle du fonctionnement interne de l'Élysée, qui reste somme toute assez opaque à ceux qui n'en font pas partie. Pas à lui. Oui, si, peut-être. Emmanuel si ça l'est, c'est un problème. Secret, il est possible que le rôle exact d'Alexandre Benalla n'ait pas été forcément connu. Tout le temps derrière lui. Oui, sans doute, mais est-ce qu'il savait réellement quelle était sa position, ce qu'il était censé faire, pas faire, jusqu'où... Encore une fois, c'était un tort du ministre de l'Intérieur d'ignorer ça. Benjamin? En fait, la difficulté du DRH Macron, c'est quand on regardait la photo, là, ce qui est assez cruel, c'est que ceux qui avaient un poids politique, c'est-à-dire Richard Ferrand, François Bayrou, Gérard Collomb, Nicolas Hulot, ceux-là sont partis. Or, c'était typiquement des profils qui étaient capables d'aller dans les médias, de faire la publicité du gouvernement, en gros de sortir de leur couloir. Or, le DRH Macron, aujourd'hui, il manque de ces profils politiques-là pour entrer au gouvernement, qui seraient capables, d'élargir la base politique, et d'aller expliquer, de faire de la pédagogie, parce que c'est ce qu'on entend. On entend, il faut expliquer mieux. Benjamin Griveaux qui dit, parfois c'est vrai qu'on n'a pas su exactement expliquer en quoi les Français allaient pouvoir être impactés par les réformes qu'on menait. Mais il peut peut-être trouver quelqu'un. Regardez Jean-Michel Blanquer. Au début, on disait personne ne le connaît. Jean-Michel Blanquer, c'est un techno. Finalement, c'est un vrai poids lourd du gouvernement. On les appelle, c'est le carré magique. C'est Jean-Michel Blanquer, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn donc Jean-Michel Blanquer, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et Nicole Belloubet. Voilà, c'est les 4 techniciens qui font le job. Simplement, effectivement, ils sont sur leur créneau. Ça n'empêche pas que parfois ils sont susceptibles de faire des petites bourdes politiques. On se souvient d'Agnès Buzyn qui, au moment du mondial, avait dit on décale le plan pauvreté si jamais la France arrive en demi-finale ou en finale. Et surtout, il manque de profils politiques, des Benjamin Griveaux, de Christophe Castaner, qui peuvent porter la parole du gouvernement. Alors ça, vous voyez, l'histoire d'Agnès Buzyn, moi je trouve que c'est typiquement l'exploitation médiatique et cet acharnement du buzz et qui transforme véritablement nos présidents en présidents Kleenex qu'on jette au bout d'un an parce que la moindre petite phrase leur est préjudiciable. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est vraiment par rapport à une ministre qui fait le job, comme vous l'avez dit, c'était quelque chose que j'ai trouvé quand même... C'était trop sévère, parce que elle est quand même ministre de la Santé, et c'était quand même d'une maladresse absolue. Surtout sur un sujet comme la pauvreté. C'est une maladresse d'expression, mais je ne pense pas que sur le fond, c'est quelqu'un qui fasse passer la Coupe du Monde avant le plan santé. En revanche, que le plan santé ait été complètement éclipsé
par des petites phrases, des erreurs qui ont été commises par Emmanuel Macron et par l'affaire Collomb, ça c'est beaucoup plus grave. Même chose pour le plan pauvreté d'ailleurs. Ces deux plans-là sont... Oui, mais ça, nous sommes responsables quand même d'une certaine façon. Oui, c'est ce que dit Jean, Je le pense. On peut penser que lorsque, en continuité, on diffuse des phrases sans entrer dans le détail, peut-être qu'il y avait beaucoup à reprocher au plan pauvreté ou au plan santé, mais enfin, les principaux protagonistes des affaires ont été plutôt contents. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai c'est aussi notre faute, mais difficile de faire autrement. La preuve c'est pour ça qu'on fait des émissions longues où on peut débattre comme ce soir. Je voulais revenir sur le MoDem et sur... on voit bien que le départ de François Bayrou a été quelque chose de très ennuyeux pour le président de la République. Pas seulement parce qu'il lui avait ramené les voix du centre, 4 ou 5 ou 6% des voix du centre. Qui lui a permis d'être au second tour. Mais aussi parce qu'il faut des poids lourds. C'est ce que dit François Bayrou lui-même. Quand il était au gouvernement Balladur, s'il arrivait quelque chose à Balladur, vous aviez derrière Pasqua, Simone Veil, François Bayrou, c'est-à-dire des poids lourds. Là, effectivement, les poids lourds c'est parce que c'est la nouvelle génération. On ne peut pas à la fois avoir tout et son contraire. On va peut-être s'interrompre quelques petites minutes parce que c'est l'heure de la pub, mais vous restez avec nous parce qu'on revient très très vite et on va se demander à quel moment Emmanuel Macron a perdu la main, si tant est qu'il ait perdu la main, et si on peut quantifier, nommer le moment où il a perdu la main. Et puis on va s'arrêter longuement aussi sur Édouard Philippe, puisque le Premier ministre est en première ligne. Il a fait 5 déplacements en 4 jours. On l'a jamais autant vu, Édouard Philippe. Et on va demander à Benjamin d'ailleurs comment tout ça est perçu au sein de la majorité. Je lui mets la pression depuis tout à l'heure, le pauvre. Il a intérêt à nous donner des infos. Allez, à tout de suite. Dites hello à Toujours en direct sur le plateau de 24h Week-end. Deuxième partie, on va revenir sur ces derniers jours pour Emmanuel Macron. Il pensait a priori avoir mangé son pain noir. Le déplacement aux Antilles s'était à peu près bien passé, mis à part ces photos avec l'ancien braqueur qui fait un doigt d'honneur. Et puis patatras, Gérard Collomb s'en va. On en a parlé en première partie, ce qui a inspiré ce dessin à CAC pour l'opinion. Regardez, on voit Emmanuel Macron entouré de Nicolas Hulot et Gérard Collomb dans les mêmes positions que ces deux ex-braqueurs quand il était à Saint-Martin. Qu'est-ce qu'il fait qu'il perd la main? Est-ce que c'est l'arrogance qui fait qu'il perd la main? Michel Cotta. Arrogance, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, je reconnais que dans l'échange direct avec les gens qui racontent, son parler vrai, puisqu'il revendiquait le parler vrai, est tout à fait dénaturé, mal compris, excessif et qui fait beaucoup de gaffes. Moi, je pense que c'est quelqu'un de tellement contraint, qui se contraint toute la journée, que de temps en temps, paf, par une soupape, il lui sort... Chasser le naturel. Voilà, exactement. Ouais. Il lui sort quelque chose de naturel qui... Mais aussi, il faut voir que c'est souvent utilisé par l'Assemblée, par l'Élysée lui-même. Par exemple, quand il dit un pognon de dingue, spontanément, on se dit non, il ne peut pas dire ça. Et c'est pourtant diffusé par l'Élysée sous le prétexte que c'est plus compréhensible de dire pognon de dingue, qu'on dépense trop d'argent pour les... Ouais. C'est vrai que c'est très mal interprété, mais aussi on voit bien comment c'est difficile. Voilà, moi je pense à François Hollande et à ses débuts, quand il a dit je suis un président normal, on s'est tous voilé la face. Et combien d'émissions avons-nous fait sur le mot normal? Mais un président, c'est pas normal. Hein. Alors du coup, celui qui suit, il veut être comparé au général de Gaulle, et alors il est arrogant. Voilà. Et je dois dire que par certains côtés, c'est vrai, bien sûr. C'est vrai. Il y a l'arrogance de certains intellectuels qui essayent de se mettre à la portée des foules, mais qui essayent seulement de se mettre et qui n'y sont pas. Benjamin, vous dites en fait le problème qu'on a avec Emmanuel Macron, mais tout le monde dans le même sac, c'est qu'on adore le détester. Non, mais c'est très frappant. C'est quand on discute avec certains membres de la majorité qui voient bien qu'ils baissent dans les sondages de façon extrêmement rapide et assez importante, ils ont peur qu'il y ait un début de sentiment irrationnel autour d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il y a des résultats qui ne sont pas là, il y a des erreurs, mais effectivement, cette baisse dans les sondages, ils ont peur qu'il y ait une forme de tout sauf Macron qui soit en train de se créer, voire d'anti-macronisme primaire. Et ça, c'est des phénomènes qu'on avait vus chez Nicolas Sarkozy, également chez Valéry Giscard d'Estaing, avec des sentiments qui s'étaient cristallisés au bout. Alors, ça pouvait aller de 1 à 2, 3 ans sur des éléments de personnalité. Ça pouvait être l'arrogance pour Valéry Giscard d'Estaing, c'était le côté un peu agité de Nicolas Sarkozy. Et à partir de là,
quoi qu'ils disent, de toute façon, ces sentiments-là étaient installés et il était extrêmement difficile de les battre en brèche. Et ça, c'est une vraie inquiétude qu'il y a dans la majorité. Ils disent en quelque sorte, et c'est d'ailleurs une réflexion qu'ils élargissent aux journalistes, on a tellement aimé, on a tellement mis d'espoir en lui, on a tellement cru que ça allait changer, que c'était ça le nouveau monde, que quand on voit qu'au bout de 8, 10, 12 mois, les choses ne changent pas aussi vite qu'on le voudrait, la déception, elle est à la hauteur des espoirs qu'il avait suscités. L'amour, la haine, en fait, c'est un peu ça. Et ça, c'est la règle des institutions de la Ve République. Elles sont construites pour générer une sorte d'homme providentiel qui va arriver, qui va tout résoudre d'un coup de baguette magique. Et à chaque fois, cet effet s'est réalisé avec plus ou moins d'ampleur, plus ou moins de modernité, selon les uns. Le grand moderne des années 70, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est vrai aussi que beaucoup plus tard d'ailleurs, l'érosion chez Giscard et le refus chez Giscard, il est venu beaucoup plus tard que pour Macron et les autres. Au moment où les résultats baissaient d'ailleurs. Au moment où les résultats baissaient. Et ces phénomènes s'accélèrent aujourd'hui avec la surmédiatisation et avec aussi ce qui relève de cette, non seulement de l'inexpérience politique d'Emmanuel Macron, mais de cette, de cet intellectualisme de la transgression qu'il a voulu faire, dont il a voulu faire le point focal de sa présidentialité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est construit dans la transgression, dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Oui. Il a transgressé le système politique, il n'était pas élu, il n'était pas sorti d'un parti politique, et il a transformé totalement le paysage politique français. Donc il se dit que la transgression, c'est ce qui fonctionne. Et son discours est en permanence transgressif. Quelquefois, ce sont certainement des dérapages, on en a parlé tout à l'heure, qui tiennent à son tempérament. Mais bien souvent, tout ça fait partie d'une stratégie, et c'est une stratégie dont il est en train de mesurer l'échec. C'est ça le problème. On va écouter justement un exemple très frappant, puisque c'est le dernier en date. Il est face à une retraitée, c'était jeudi si je ne m'abuse, alors qu'il était à Colombey-les-Deux-Églises, voilà. Et il est apostrophé, comme d'ailleurs quasiment à chaque déplacement, par une retraitée. Écoutez. Je veux, c'est pas ma retraite qui diminue. C'est pas simplement leur donner. C'est pas simplement leur donner des aides aux agriculteurs, c'est les aider à bien vivre du prix payé. Vous promettez, mais il faut donner. Mais vous savez, moi je ne donne que l'argent que je prends par ailleurs. Non mais il faut être raisonnable. L'État, c'est ça. Donc ceux qui disent. On ne peut plus conduire. C'est ça. Vous savez, le petit-fils du général tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, m'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh bien, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Vous savez, le pays se tiendrait autrement si c'était comme ça. Non mais on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Virginie Leguet, on est en plein dans ce que décrivait tout à l'heure Jean Garrigue, c'est-à-dire on explique, en employant les mots, on discute avec la dame, il aime beaucoup aller au contact, etc. Et puis, bam, patatras, avec cette citation du petit-fils du général, enfin du petit-fils qui parlait de son grand-père. Mais d'ailleurs, quand on regarde cette séquence attentivement, on voit qu'Emmanuel Macron a fermement l'intention de passer un petit moment avec les Français qui sont là et de parler avec eux. Il est droit, il est debout, il est totalement immobile et il écoute très attentivement ce qu'on lui dit. Moi, je suis quand même très frappée par, bien sûr, l'accumulation de ces histoires, mais surtout par le contraste entre ce qui se passe depuis, mettons, l'affaire Benalla et toute la première séquence peut-être de 1 an, une petite année, qui a suivi son élection, où là, au contraire, la parole était maîtrisée, les déplacements étaient très réussis, les images étaient très travaillées, l'organisation des réformes était extrêmement scandée, ainsi qu'il l'avait dit. On a commencé par la loi de moralisation, après il y a eu les ordonnances sur le code du travail, après il y a eu la réforme de la SNCF. Tout ce qu'il avait annoncé s'est déroulé comme il avait dit que ça se déroulerait. On a l'impression que tout était scripté. Et il s'est lui-même tenu à quelque chose qui était, dans le fond, très rassurant pour les Français, qui se disaient qu'après deux quinquennats particulièrement ratés, ils avaient en face d'eux un président qui incarnait la fonction. Et je trouve que depuis l'affaire Benalla, c'est comme s'il y avait quelque chose en lui qui avait cédé, je ne sais pas très bien à quoi, à la crainte, au sentiment que les choses lui échappaient, au sentiment que, effectivement, les machines se mettaient très vite en route contre lui pour disséquer dans le moindre détail toutes les informations qui ont pu sortir au moment de l'affaire Benalla. Et tout d'un coup, il a, je trouve, perdu pied presque intérieurement, c'est-à-dire qu'il a multiplié les fautes de quart, il a multiplié les déclarations imprévisibles, quelqu'un de trop sûr de lui qui, dans le fond, a montré de lui un visage presque incertain, qui continue un peu encore aujourd'hui. Là, la séquence que vous avez montrée, il y a eu un moment où il s'est un petit peu raidi et hop,
Il a dit on arrête de se plaindre. Mais ce n'est pas de la plainte en fait. C'est de l'inquiétude des Français qui se disent moi, comment je vais arriver à vivre ? Quel est l'argent sur lequel je vais pouvoir compter ? Quel est mon pouvoir d'achat qui ne cesse de diminuer ? Il n'y a pas de plainte, il y a de l'inquiétude. Ce n'est pas les mêmes mots. Florian Silnicki. Moi, je trouve que tout est paradoxal chez Emmanuel Macron. Quand il vient nous dire je suis un président jupitérien ou je tente de l'être, mais je comprends que l'étiquette président des riches me pose un problème et donc je vais tenter de m'humaniser, de mettre en scène un dialogue avec les Français, mais qu'au cours de ce dialogue, on envoie un petit pic à cette retraitée qui fait part de ses inquiétudes, c'est totalement paradoxal et contraire aux objectifs que vous vouliez annoncer. Quand Emmanuel Macron dit à cette même retraitée la règle c'est de ne pas se plaindre, mais que lui n'a cessé de se plaindre du traitement des médias, de l'opinion publique qui changeait trop souvent, des Français qui étaient inquiets alors qu'on leur demandait des efforts, et bien tout cela c'est particulièrement paradoxal. Ce qu'il faut aujourd'hui en tout cas, c'est qu'Emmanuel Macron arrête de vouloir faire de la communication, qu'il se mette à réfléchir à sa politique, parce que la communication politique c'est pas d'abord de la communication et ensuite de la politique, mais c'est exactement l'inverse. Donc au lieu de se concentrer sur la réorganisation de son service communication, eh bien qu'il se concentre sur le fait de composer un gouvernement avec des poids lourds qui soient capables de le protéger, parce qu'il a aussi souffert beaucoup de ça à mes yeux. Emmanuel Macron, c'est d'avoir un entourage absolument incapable de le protéger. Et d'ailleurs, Gérard Collomb, il a aussi payé ça. C'est son incapacité à vouloir être le fusible dont Emmanuel Macron avait besoin au moment de l'affaire Benalla. Alors, petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début du mois de septembre. L'affaire Benalla, alors qui avait commencé en juillet, mais qui s'est poursuivie ensuite. Le prélèvement à la source avec C'est quoi en série. La nomination de M. Besson à Los Angeles, on en a beaucoup parlé. La démission de Hulot et de Mme Flessel. La démission de Gérard Collomb, comme dirait l'autre, les emmerdes, ça vole en escadrille. Cette semaine, en tout cas, il y a une image qu'on a retenue, qu'on vous a accélérée parce que ça dure très longtemps. Regardez, c'était mercredi. Gérard Collomb, qui est donc sur le perron de Beauvau et qui attend le successeur. Cette image, elle est terrible. C'est vrai que ça nous fait sourire, mais on se demande si tout ça n'était pas fait pour humilier quand même. Ce qui nous emmène à Édouard Philippe, qui, avec cette image, reprend a priori ce fameux côté maître des horloges dont on parlait tout à l'heure, ce timing que Collomb avait imposé à Macron quand il a dit moi je m'en vais, c'est comme ça et c'est pas autrement. Édouard Philippe, donc double casquette. Cette image, Michel, quand vous l'avez découverte, quand vous l'avez vue mercredi, oui, elle vous a mise mal à l'aise, un peu comme nous tous, ou ça vous a fait sourire ou... Non, moi ça m'a plutôt fait sourire. Ça vous a fait sourire, c'est de bonne guerre, non? Ah, c'est de bonne guerre, oui. Quelqu'un vient de vous planter comme ça sans vous prévenir, sans le prévenir lui, en plus, parce que peut-être qu'il en a parlé avec le président de la République, même sûrement. Mais en tout cas, lui, il l'a appris. Il l'a réaffirmé dans le Figaro, en plus. Il l'a redit le lendemain. Il faut dire, c'est la moindre des choses. Alors, je ne sais pas si c'est 20 minutes, 15 minutes, tout ça. C'est 15 bonnes minutes, je crois. Peu importe. C'est vrai que quand on est Premier ministre, on a d'autres choses à faire qu'à immédiatement faire cette passation de pouvoir. Et on voit bien que dans l'esprit de Gérard Collomb, c'était très important de faire une passation de pouvoir immédiate, un rejet brutal. Alors évidemment, être présenté comme quelqu'un qui attend, qui regarde sa montre. Alors en fait, il paraît qu'il ne regardait pas l'heure, mais qu'il regardait la montre. La nouvelle montre. La nouvelle montre. On lui avait offert. Mais il fait ça. Il fait dis donc. En disant il est l'heure. Donc c'est l'heure. En tout cas, oui. D'ailleurs, le plus terrible. En tout cas, on peut dire que dans cette affaire, Édouard Philippe, depuis 15 jours, Édouard Philippe est arrivé sur le devant de la scène. Ça, c'est indéniable. Avec d'abord par son émission de télévision, où quand même il a largement dominé les choses, et ensuite par la situation qui a fait qu'il y a une personne qui résiste vraiment, c'est lui. Alors justement, on lui a posé la question, il était en déplacement aujourd'hui, vous y étiez d'ailleurs, Benjamin, avec lui tout à l'heure, et on lui a posé la question de cette fameuse double casquette. Écoutez. Je suis très à l'aise avec cette double casquette. C'est un intérim qui est assuré dans des conditions de sérieux qui ne vous ont pas échappé. Vous serez très rapidement informé et je suis certain que la presse ne ratera aucun des éléments en la matière. Vous pouvez nous faire confiance, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Benjamin Duhamel, on voit bien qu'il prend de plus en plus de place. Je le disais tout à l'heure, 5 déplacements en 4 jours. Il est là tout le temps, on le voit tout le temps. Vous avez quelques petites infos sur comment tout cela est perçu au sein même de la majorité. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Édouard Philippe, dans la première année du mandat, on disait qu'il n'avait pas de surface politique, que c'était le Premier ministre qui était, en quelque sorte, je reprends une expression d'Emmanuel Macron, l'obligé du président, qui n'avait pas d'existence politique propre. Et on a l'impression que les choses changent un petit peu, en l'occurrence dans le cadre du remaniement. En fait, il y a plusieurs options possibles. Alors, on fait toujours le jeu des pronostics, mais ce qui semble ressortir quand on discute avec des députés de la majorité ou des conseillers ministériels, c'est qu'il y a une option d'un remaniement poste pour poste,
plutôt défendue par l'Élysée, qui est plutôt l'option, et l'option d'un remaniement plus large, qui serait là plutôt défendu par Édouard Philippe, option qu'il défendait déjà au moment où Nicolas Hulot a quitté le gouvernement, avec même une possibilité qu'il y ait démission du gouvernement, il serait évidemment renommé tout de suite, pour qu'il y ait vote de confiance et discours de politique générale, une façon de créer un électrochoc, de le relégitimer, de redynamiser la politique. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'en fait, je vais vous citer ce que m'a dit un député assez proche, en l'occurrence du président de la République. Il me dit il faut faire attention à ce qu'Édouard Philippe ne donne pas l'impression d'avoir gagné un bras de fer. Parce qu'il ne faut pas raconter d'histoire. On n'est pas dans un duel président-premier ministre. Les deux ont des destins qui sont liés. On n'est pas sur du Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Mais il n'empêche qu'on assiste à une forme d'autonomisation d'Édouard Philippe, qui pousse beaucoup, par exemple, on le sait, pour que Gérald Darmanin accède au ministère de l'Intérieur, alors qu'Emmanuel Macron, lui, préférait avoir un autre profil, parce qu'il veut avoir quelqu'un en qui il a parfaitement confiance. Donc, Édouard Philippe, en tout cas c'est l'impression qu'on a, semble avoir pris conscience qu'il avait été, depuis l'affaire Benalla, un pôle de stabilité, ce que reconnaissent notamment des députés, et que donc voilà, il a envie de pousser son avantage pour ce remaniement. Et ça inquiète certains de ces députés ou pas? Oui, parce que, comment dire, il y a toujours eu des sensibilités. Vous savez, il y avait un petit groupe de députés qui avaient commencé à dire Édouard Philippe, il fait pas suffisamment de politique. On a un problème, c'est que notre jambe gauche, elle n'est pas assez musclée. Avec un Premier ministre qui vient de la droite, c'est un problème. Et donc là, ils pensent pas qu'il y a que Édouard Philippe puisse avoir des ambitions politiques propres, parce que leurs destins sont tellement liés. Il n'est pas envisageable que Édouard Philippe puisse réussir si Emmanuel Macron échoue. Simplement, eux, ils considèrent qu'il faut faire attention à ce qu'Édouard Philippe ne prenne pas trop de place dans le dispositif politique, et que même dans les gens qui seront nommés au gouvernement, un équilibre puisse être maintenu. Alors moi j'ai lu il y a quelques jours dans la presse un proche du président, je ne sais pas qui c'est, qui dit, qui lui parle au soir de la nomination d'Édouard Philippe, donc il y a 18 mois, en lui disant c'est très bien de l'avoir nommé, mais maintenant tu as un ennemi de l'intérieur. Oui, alors ça, ça a eu existé. Chirac et Giscard, c'était vraiment l'archétype de cet affrontement entre le couple exécutif. Mais non, on voit très bien qu'il y a quand même, un élément de faiblesse majeur chez Édouard Philippe, c'est qu'il n'a pas de troupe politique. Il est à la tête d'une petite fraction de son parti, les Républicains, et qu'il a quitté, ou enfin qu'il n'a pas quitté, on ne sait pas très bien. Il n'a pas de surface politique réelle. Sa surface politique, il est en train de l'acquérir en tant que Premier ministre. Et au fond, ce serait peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça pour Emmanuel Macron. D'abord, mécaniquement, c'est normal que si le président s'affaiblit, c'est le cas, le Premier ministre doit prendre un peu plus de place. Et c'est pas forcément, je le répète, une mauvaise nouvelle, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, cette idée du fusible, comme le Premier ministre doit aussi être en première ligne sur un certain nombre de dossiers et protéger quelque part Emmanuel Macron. Or, comme on est dans un moment où Emmanuel Macron a plutôt intérêt à se retirer un tout petit peu sur son avantage, en tout cas à reprendre une posture justement de présidentialité gaulienne, en évitant les petites phrases qui lui ont tellement fait de tort, il est assez logique aussi qu'Édouard Philippe prenne un peu plus de place. Mais sur la question du remaniement ministériel, c'est quand même dans la tradition de la Ve République, c'est quand même en dernier ressort, c'est quand même le président qui tranche. Et donc il ne faut pas, je pense, se faire trop de plans sur la comète sur ce qui sera décidé. Ce sera en fonction d'abord des critères, de l'évaluation qui sera celle d'Emmanuel Macron. On ne va pas dire si c'est un remaniement très large, c'est Édouard Philippe qui a gagné. C'est ça que vous dites. Ça n'aurait pas de sens. Monsieur, je pense deux choses. La première est que les destins, comme dit Benjamin, sont trop liés. C'est-à-dire qu'on voit mal maintenant, ils sont dans la même seringue. C'est-à-dire on voit mal maintenant Édouard Philippe dire finalement, moi je retourne chez les Républicains. Bon, c'est pas envisageable. Mais il pourrait dire je retourne. Non, mais le point de non-retour est acquis pour lui dans cet univers-là. Là, c'est quand même le problème. Donc, sa montée en première ligne ne doit pas affoler, ne doit pas déplaire totalement au chef de l'État. Alors que d'habitude, on sait bien que quand un Premier ministre commence à être plus populaire que le président, alors commencent ces ennuis-là. Je trouve qu'on est dans une situation un peu différente. Et puis, deuxièmement, grand remaniement, mais moi, je ne vois pas grand cheptel, je ne vois pas grand vivier dans le remaniement. Alors, à mon avis, il va être moins important
que celui que voudrait Philippe. Et en plus, il doit être équilibré. Et puis, il y a peut-être aussi une cartouche à ne pas griller, la cartouche d'avant, de remaniement d'avant européenne. Oui, ça aussi. Il ne s'agit pas uniquement de faire entrer d'anciens amis d'Alain Juppé ou Alain Juppé lui-même, comme j'entendais dire l'autre jour dans une rédaction. Il y a quand même il vaudrait mieux, pour le moment, qu'il se remplume un peu du côté de son aile gauche. Et de son aile gauche, on sait que Jean-Yves Le Drian n'en veut pas. Il reste donc quelques sénateurs qui ont été fidèles à Emmanuel Macron et qui pourraient le rassurer. On parlait de François Patria à un moment. Oui, on parlait de ça. C'est à lui que je faisais l'illusion. Ça ne rajeunit pas le ministère de l'Intérieur, on est d'accord. Mais de toute façon, je ne vois pas comment ça peut être un remaniement qui chamboule tout. Voilà, c'est pas un remaniement chamboule tout. Benjamin. Peut-être je peux me tromper, d'être dans 3 jours. Vous reviendrez dans 3 jours quand on aura la... On nous parle de lundi ou mardi, d'après. Bon, après, encore une fois, il y a qu'Emmanuel Macron qui le sait. La règle, c'est qu'on se trompe à chaque fois. Non, mais c'est ça, voilà. Donc, le risque, c'est ce que vous avez dit, c'est que si vous faites un grand remaniement maintenant, vous brûlez vos vaisseaux, vous abattez vos cartes pour un futur remaniement de deuxième souffle avant les européennes ou avant les municipales. Donc là, ce serait quand même, ça me semblerait difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours dit, et sans doute à raison, qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Simplement, ce qu'on voit quand même depuis l'été, c'est qu'il y a eu l'affaire Benalla, où Édouard Philippe a été obligé d'aller au charbon à l'Assemblée, répondre à la motion de défiance. 2, on a vu ce qui s'est passé au moment du prélèvement à la source, où ce qu'on a compris de façon très claire, c'est que le Premier ministre et Gérald Darmanin étaient à fond pour le prélèvement, alors qu'Emmanuel Macron, lui, avait des atermoiements en disant « et si jamais ça marchait pas, et si jamais il y avait des bugs », et que le Premier ministre a été obligé de convaincre très fortement le Premier ministre. Et puis, la dernière séquence qui est quand même assez incroyable, de Édouard Philippe qui apprend au moment des questions au gouvernement que Gérard Collomb maintient sa démission et qu'il est en première ligne obligé au final de régler une situation dont il n'est pas responsable. Parce que ce qu'on a compris également, c'est qu'Édouard Philippe, lui, aurait préféré que Gérard Collomb soit démis de ses fonctions au moment où il a indiqué qu'il voulait retourner à Lyon après les élections européennes pour préparer les élections municipales. Il y a quelque chose aussi sur Édouard Philippe, c'est que depuis 1 an, 18 mois maintenant qu'il est à Matignon, il a été l'homme des dossiers qui fâchent. Il a été envoyé au charbon sur les dossiers chauds. Voilà. Et bien écoutez, justement, on vous a fait un petit montage. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Si vous êtes certain que vous êtes capable de sauver 300 à 400 vies, éviter 2 à 3 000 accidents graves, je pense que c'est un bon objectif et qu'on peut supporter une forme d'impopularité à cet égard. Une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État. Les copinages malsains ne font pas une affaire d'État. Virginie, on est en plein dans le rôle de fusible que décrivait Jean Garrigue tout à l'heure. Oui, un rôle d'ailleurs qu'il a endossé avec beaucoup de, je trouve, de solidité. Dans le fond, la solidité que l'on découvre de M. Philippe vient aussi de, j'allais dire, du délitement de l'autorité d'Emmanuel Macron. Mais Édouard Philippe n'a jamais été quelqu'un de fragile et quelqu'un d'incertain. Il est arrivé là parce que, par le jeu des alliances, Emmanuel Macron a pensé qu'il était bon, qu'il le nomme à Matignon. Mais rappelons-nous, au début, à son arrivée, disons, dans la Macronie, personne ne le connaissait. Il n'avait effectivement aucun relais, aucun réseau, et il était appelé Monsieur Nobody. Mais pour autant, ce n'était qu'une vision extérieure. Édouard Philippe est quelqu'un de très structuré, de très solide, et de quelqu'un de peu sujet à la pression. La pression, c'est quelque chose qui ne l'entame pas. Donc, il a mené effectivement un certain nombre d'arbitrages avec un flegme apparent, mais qui n'est pas qu'apparent. Et aujourd'hui, il prend de la place parce qu'il y a de la place à prendre. Et de fait, Emmanuel Macron lui a donné cette double casquette. Donc, tous les éléments sont là pour qu'on voit réellement Gérard Philippe, j'allais dire, dans peut-être la plénitude de sa personnalité. Édouard Philippe, dans la plénitude de sa personnalité. Mais cette personnalité, elle était existante. C'est pas quelqu'un qui était rien et qui se transforme aujourd'hui en quelqu'un de solide. Oui, ce qui est sûr néanmoins, c'est que si Alain Juppé avait remporté l'élection, Édouard Philippe n'aurait jamais été Premier ministre. Et donc c'est quand même effectivement parce qu'il était trop jeune, il était son collaborateur direct, organisateur de sa campagne. Donc il aurait jamais, donc ça fait partie des paradoxes de la vie politique, des occasions qu'il faut savoir prendre ou pas prendre. Édouard Philippe l'a prise.
on verra si effectivement ça durera. Et moi, je pense que tout de même, il doit arriver au Premier ministre, même si la feuille de papier de cigarette, etc., il doit lui arriver de temps en temps de dire, mais enfin... Nom de Dieu, est-ce qu'il ne pourrait pas se taire? Mais il y a d'ailleurs, il peut lui parler à Emmanuel Macron. Un certain nombre d'explications entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Justement, c'est la question que je voulais poser à Benjamin. Est-ce qu'il a l'oreille du président, Édouard Philippe, ou pas? Encore une fois, on n'est pas dans le secret des dieux, mais ce qu'ils disent et ce que leur entourage dit, c'est qu'ils se parlent très régulièrement et qu'ils ont une relation très fluide, qui est d'ailleurs une des spécificités aussi de ce couple président-premier ministre, parce qu'il y avait toujours des équilibres politiques. On peut citer des couples où ça s'est très très mal passé. Mitterrand-Rocard, par exemple, étant un des exemples d'un des couples qui a le plus mal fonctionné. Et ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, c'est très fluide entre... Après, jusqu'où Édouard Philippe est capable de dire à Emmanuel Macron, comme vous le disiez, Michel, là, franchement, tu nous facilites pas la tâche. Ouais. C'est toujours difficile de savoir. Merci, Niki, pour finir là-dessus. Moi, je trouve que les images de passation entre Édouard Philippe et Gérard Collomb, elles disent beaucoup de ce qu'est ce Premier ministre. Alors que l'un est en train de dresser, comme un procureur de la République, des accusations très graves et un bilan désastreux de l'action en matière de sécurité, vous avez un Premier ministre qui reste totalement impassible, qui ne bouge pas, qui a une rigidité absolue. Et qui dit le lendemain, on n'est pas des magiciens. Exactement. Et je trouve que ça dit beaucoup du profil psychologique de cet homme. Et qui dit aussi cette chose qu'il répète régulièrement, il dit seul le travail paye, seule la force de la volonté paye, seul l'acharnement paye. Il le répète sans arrêt. Comme Emmanuel Macron. Pardon ? Comme Emmanuel Macron. Oui, sauf que aussi lui, Emmanuel Macron. Il le met en pratique. Allez, faut dire que moi, j'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur, mais j'ai jamais vu ça sous toute la Ve République. Dire je m'en vais, mais alors rien ne va. Oui, c'est ça. Ça, c'est un sécurité, ça marche pas du tout. Les flics, c'est terrible. Ça, moi, ça m'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, j'ai pas encore une fois le souvenir, si vous en avez un. C'est ce que disent les opposants. C'est bien de partir. Non, mais c'est bien de partir en disant constat d'échec. Il faut qu'on avance. C'est totalement kamikaze. Il en est en partie responsable de son bilan. Oui, c'est ce que dit Michel. Alors, on va avancer pour essayer de voir où Emmanuel Macron pourrait voir un petit peu la lueur. Alors, si vous avez lu le journal Les Échos hier matin, vous avez vu certainement en une, l'économie française repart de l'avant. Ou en tout cas, cette économie qui va mieux va sans doute moins mal que la pente sur laquelle elle était engagée. Les indicateurs, lit-on dans l'article, reprennent une vitesse de croisière. Alors évidemment, ça n'est pas encore la panacée, mais c'est déjà ça. Donc on va faire le détail des chiffres avec Catherine André et on en parle ensuite. Un regain de vitalité pour l'économie française. L'INSEE planche sur une hausse de la croissance de 0,5% au troisième trimestre et de 0,4% au quatrième. Des bons résultats qui pourraient même compenser les mauvaises performances du début de l'année. Un trou d'air provoqué à l'époque par les mouvements de grève dans les transports, mais aussi par une baisse du pouvoir d'achat. Mais dans les prochains mois, la consommation devrait cette fois repartir à la hausse, avec une hausse du pouvoir d'achat estimée à 1,7% pour le dernier trimestre. Un indicateur dopé par la fin des cotisations maladie et chômage pour les salariés et par la suppression de la première tranche de la taxe d'habitation. L'économie française profitera aussi de l'investissement soutenu des entreprises et de la hausse des exportations. Mais ces performances resteront toutefois insuffisantes pour faire baisser rapidement le chômage, qui devrait encore toucher près de 9% des actifs à la fin de l'année. Voilà, alors on va se reparler de tout ça et notamment du pouvoir d'achat. Et s'agissant du pouvoir d'achat, Benjamin, vous avez une petite info, encore une. Hein. Oui, vous avez bien fait de venir. Il y a un moment, sujet de la taxe d'habitation. Un moment pas très agréable où au début du mois d'octobre, les contribuables reçoivent leur avis de taxe d'habitation. Normalement, là, je ne sais pas si autour de la table, elle commence à arriver. Et il y a une nouveauté. Cette année, vous savez, le gouvernement c'était une des réformes importantes annoncées par Emmanuel Macron. C'était la baisse d'un tiers de la taxe d'habitation, avec ensuite une suppression dans les années à venir. Et regardez ce qui est écrit sur les avis d'impôts. À la suite de la réforme nationale de la taxe d'habitation, vous bénéficiez pour cette année d'une réduction de 30% de cet impôt. Et juste en dessous, il y a une petite simulation avec écrit: si cette réforme n'avait pas été mise en place, vous auriez payé 2 points avec le montant. Et voilà, votre taxe d'habitation est de 188 €. Sans cette réforme, elle serait de 268 €. Donc là, on voit très clairement. Une bonne idée de communication. Voilà. C'est ça. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, c'est quand Bercy décide de faire de la politique. Il y avait un précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Gérald Darmanin avait décidé d'envoyer une lettre aux contribuables en leur expliquant voilà, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, le pays est prêt, Bercy est prêt. Ce que ça montre, c'est que le gouvernement a décidé, en tout cas compte beaucoup sur la fin d'année,
pour convaincre les Français de l'effet réel de la politique économique avec donc ces deux mesures. La première, c'est la baisse de la taxe d'habitation et la deuxième, c'est la baisse des cotisations salariales avec un salaire net qui va augmenter. L'idée, en tout cas, c'est ce que répètent les ministres et les députés. On parle beaucoup d'une croissance qui ralentit, d'effets qui ne sont pas encore là. Là, vous allez le voir, les résultats, ils vont être concrets. Ça, c'est le message, en tout cas, qu'essaie de faire passer le gouvernement. On a appelé le mois d'octobre le mois de la fiche de paye, Florian Ciminichi. Oui, tout ce que vient de dire Benjamin est vrai. Et d'ailleurs, ça leur permet à eux, au fond, de surmonter quelque chose qu'ils perçoivent dans l'opinion. C'est le doute des Français sur la capacité de nos hommes et de nos femmes politiques à changer les choses concrètement. Et là, c'est évidemment un super levier, une opportunité à ne pas rater pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour convaincre de leur capacité d'avoir un impact sur le quotidien de chacun des Français. Et là, c'est leur pouvoir d'achat qui est directement visé. Ça peut leur redonner des couleurs, Michel ? Oui, les Échos ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir fait, puisque le journal du dimanche a fait l'autre jour une espèce de synthèse de ce qui reprenait, de ce qui marchait. Bon, il y a sûrement effectivement une appétence pour la France qui existe de la part de l'étranger, ça c'est vrai, moyennant quoi c'est sans doute pas assez, le taux de croissance c'est sans doute pas assez pour régler le problème du chômage aussi vite qu'on aurait pu le régler. En tout cas, il paraît que la loi Pacte qui est en discussion aujourd'hui et qui arrive maintenant, qui baisse notablement la charge des entreprises, c'est l'espoir ultime d'une réembauche et d'une réembauche massive. Alors on va voir, là pour le coup c'est à cette aune-là qui sera jugée et c'est sur ce point-là que se déchaîneront à la fois l'opposition de gauche et l'opposition de droite. On lit dans cet article qu'il y a un économiste de l'INSEE en fait, qui est interrogé, Jean Garrigue, et qui nous dit que les ménages n'intègrent pas la forte hausse à venir du pouvoir d'achat. Alors c'est exactement ce que je voulais dire. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la manière dont ces mesures qui ont été annoncées depuis très longtemps, la baisse de la taxe d'habitation, la baisse des cotisations salariales, qui sont des mesures effectives de relance du pouvoir d'achat, n'ont pas du tout imprégné dans l'opinion publique, parce qu'elles ont été à la fois, je dirais, obérées, mises de côté par un certain nombre d'autres mesures qui ont donné une impression désastreuse, je sais pas, la baisse des APL, etc., par exemple, qui donnait l'impression qu'on ne se préoccupait, et puis la hausse de la CSG, notamment sur les retraités, qui donnait l'impression véritablement qu'au contraire, on alourdissait la charge pour beaucoup de Français, et d'autre part, du fait précisément de ces petites phrases d'Emmanuel Macron, qui ont construit l'image d'un président qui était celui de la France qui réussit, de la France des villes, de la France de ceux pour qui tout marche, et qui oubliait les déshérités. Et au fond, ce qui était l'essentiel quand même de la politique d'Emmanuel Macron, autour de ces mesures-là, me semble-t-il, en tout cas en termes de mesures économiques, c'était quelque chose de très important, n'a pas du tout percuté l'opinion publique. Donc forcément, on se dit qu'il y a eu des maladresses, plus que des maladresses, une mauvaise communication. Ça percute au moment où ça se voit sur les feuilles de paye. Ça percute pas. Ça pouvait pas percuter avant. Oui. Avant, on dit ah oui, on baisse. Les gens se disent ah oui, mon œil. On va faire si. Oui, attendons. C'est vrai que ça ne débouche qu'au moment où on voit effectivement que sur les impôts, on paye peut-être moins 130 euros de plus, mais où parallèlement, les retraités payeront 130 euros d'impôts. Moi, j'ai peur que le mal soit plus grave que ça. Mais il a toujours été mal en France, ça c'est vrai. Oui, mais j'ai peur que les images, et c'est ce qu'on a vérifié à la fois pour Nicolas Sarkozy et François Hollande, j'ai peur que les images initiales qui se sont appliquées, qui sont associées maintenant à Emmanuel Macron, celle de président des riches, reprise de Nicolas Sarkozy, celle aussi d'un président qui est de la France heureuse et pas de la France qui souffre, dans une période d'inquiétude profonde, j'ai peur que ces images-là soient extrêmement difficiles à enlever, y compris même s'il y a relance du pouvoir d'achat, etc. Oui. Et elles sont alimentées par la suppression de l'ISF, la suppression de l'exit. Oui, c'est ça a brouillé le message, en fait. C'est un peu ce que vous dites. On peut le tourner de n'importe quelle façon. Ça a été quand même décidé très tôt dans le quinquennat, et ça ne s'est adressé qu'à une certaine catégorie de Français. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on sait quantifier, Florian Ciminichi, ce qui fait le plus de mal, ou à l'inverse, ce qui fait le plus de bien pour la popularité, si c'est finalement le fond ou la forme? Parce que quand on écoute Jean, on a l'impression que, quoi qu'il fasse, en fait, Emmanuel Macron, tant que le chômage ne sera pas à 2%, il pourra toujours... Et encore. Et encore, ça n'imprimera pas.
Ce qui va compter pour ce pouvoir, en vue des échéances à venir, ça va être beaucoup la segmentation électorale, c'est-à-dire qui pense quoi, mais qui pense quoi en fonction de qui vote pour qui. C'est ça qui va compter pour Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on sait qu'il a perdu une grande partie des centristes, c'est les troupes de François Bayrou qui étaient derrière lui, et on sait aussi qu'il surestime, à mon sens, la mobilisation des siens. C'est-à-dire qu'il a un atout, Emmanuel Macron, aujourd'hui, que peu de gens ont, c'est la mobilisation des marcheurs derrière lui. Et il se dit, Emmanuel Macron, qu'au fond, ce qui va compter avant tout, c'est que les siens continuent à être mobilisés derrière lui et que c'est cet avantage relatif sur les autres qui va pouvoir être l'atout principal dans les compétitions électorales à venir. Et je crois qu'il ne faut pas surestimer, au fond, cet atout et parler à tous les Français, parler à tous les électeurs. Et en cela, aujourd'hui, je ne vois pas même une initiation de démarche qui viserait à parler aux catégories les plus fragilisées de la société française. Alors, avant de passer à vos cartes blanches, vous parlez des marcheurs, etc. Il y a deux catégories qui sont en train de se poser des questions. Ce sont les patrons et les retraités. Oui. On voit dans les enquêtes. Qui ont fait l'élection d'Emmanuel Macron. C'est ça, et les patrons aussi. Dès le début. Non, mais attendez, puis il y a aussi ce qui compte beaucoup quand même, parce qu'on n'en parle jamais, c'est la faiblesse de l'opposition. Voilà. Ah oui, mais c'est là-dessus quand même. Ça fait partie sûrement d'un de ces calculs. Cette opposition divisée entre gauche et droite, et cette opposition divisée à l'intérieur de la gauche et à l'intérieur de la droite. Oui. C'est vrai que ça peut être un atout pour lui, pas suffisant, s'il laisse au contraire la gauche et la droite se reconstituer. Mais enfin, pour le moment, c'est vrai que c'est... L'opposition ne profite pas du tout de l'affaiblissement du et pourtant, elle s'en donne à cœur joie. Mais parce qu'il a face à lui deux partis d'alternance qui restent les socialistes et les républicains, et qui sont, pour les socialistes, un parti en miettes, une famille en miettes en tout cas, et pour les républicains, une famille dont le leader est totalement contesté. Ce qui pourrait constituer une opposition, et qui constitue aux yeux des Français des forces d'opposition réelles, ce sont les extrêmes, les deux extrêmes. Or, je pense que pour les Français, ce sont des forces qui ne sont pas considérées comme des forces d'alternance, mais de protestation. Et ça reste quand même une constante dans la vie politique française. Alors, on va passer à vos cartes blanches, si vous le voulez bien, avant de terminer cette deuxième partie d'émission. On commence avec la vôtre, Jean. Moi, je voulais revenir. Je vais montrer ce monsieur qui est monsieur chinois dont j'ai du mal à prononcer le nom. Qui est le patron d'Interpol. Voilà. Ouais. Alors, le président d'Interpol, c'est-à-dire que c'est une fonction honorifique qu'il exerçait depuis 2016. Et ce monsieur, il a disparu totalement des radars. En revenant en Chine, il a sans doute été arrêté par la police politique chinoise, je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui, et on se fait bien du souci pour ce personnage, parce que il était vice-président du ministère de la Sécurité publique en Chine. Il a perdu ce poste. Le président, celui qui était le numéro 1, lui est aujourd'hui en prison et à vie, je crois. Et ça fait partie de cette grande initiative, de ces grandes manœuvres anticorruption menées par Xi Jinping, et qui sont en réalité une manière de faire une épuration dans les rangs du Parti communiste chinois, d'éliminer tous ceux qui ne sont pas totalement dans la ligne ou qui ne ont pas montré assez de dynamisme pour éliminer les opposants politiques. Alors c'est vrai, il y a les deux choses. Il y a aussi tous ceux qui étaient corrompus, et peut-être que c'était le cas de ce justement, personnage. Une info de nos confrères du Parisien à l'instant. Le président d'Interpol, disparu depuis fin septembre, est soupçonné de corruption par la Chine. Voilà, ceci explique cela. Voilà. Florian Silnicki, votre carte blanche. Les antispécistes qui ont réussi à s'imposer dans le débat médiatique, à capter au fond du temps d'antenne qu'ils n'avaient pas eu jusque-là. Et je trouve que quels qu'aient été les excès des uns et des autres, je trouve qu'ils ont le mérite de poser une vraie question sur l'élevage intensif et notre modèle de société vers un modèle plus durable. Très bien. Michel Cotta, tiens, vous allez réagir à ce que dit Florian Silnicki. Oui, parce que c'est quelque chose qui arrive, figurez-vous, au restaurant de l'Assemblée nationale, au restaurant qui sont montrez-moi votre carte blanche. Des députés. Elle est la carte blanche, voilà, il y a changement de régime. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de femmes parmi les parlementaires, et il y a beaucoup de jeunes. Et du coup, ça succède à un vieux monde, un vieux monde de banquets, où quand même le steak frites était le plat principal. C'est plus raffiné que ça. C'est plus raffiné que ça. Alors, d'un coup, maintenant, ce qui a
ce qui marche dans les restaurants, qui sont tous en train de... C'est une révolution pour eux. Tous les restaurants autour de l'Assemblée nationale sont en train de mettre des carottes sans vinaigre, un menu végétarien, justement, un menu bio ou végétarien. Bref, on n'a jamais vu, effectivement, une assemblée se mettre au régime sec sous, quand même, la domination et du bio et du vegan. Bon, pourquoi pas, finalement? Non, tout à fait, mais j'ai appris à cette occasion que les lentilles étaient remplacées largement un steak. Enfin, que très oui, en termes de protéines. Bon, voilà, on a appris des choses. Génial d'ailleurs, en une seconde. Si l'Assemblée générale s'est mise au régime sec là, elle a en tout cas atteint des dépenses comme jamais elle en avait atteint. Le régime sec n'est pas le bon. Le régime sec n'est pas le bon. Virginie Leguet. Alors, ma carte blanche, moi, c'est Marc-Olivier Fogel, dont j'ai découvert l'interview dans Le Parisien jeudi et que j'ai lu. Et j'ai lu, je dois le reconnaître, extrêmement tard dans la journée parce que j'avais une journée un petit peu longue. Et j'ai trouvé que le ton qu'il utilisait, la façon dont il racontait ses expériences pour avoir ses 2 enfants, les mots extrêmement simples qu'il avait choisi de prononcer, tout ça donnait quelque chose de très sensible, très poignant et très convaincant quant au désir vraiment très forcené d'enfants chez des couples qui, a priori, ne sont pas destinés à en avoir, et quant à la façon de réussir à ce que ce désir devienne réalité. Franchement, j'ai trouvé que c'était une interview remarquable. C'était sur une double page, donc vraiment un long interview. Il était intervenu chez je dois dire que je lui ai tiré mon chapeau parce que d'abord c'est quelqu'un très réservé en général sur sa vie personnelle et sa vie privée, et là il ne donnait rien d'intime de façon c'était pas voyeuriste, pas du tout, mais il faisait comprendre par son expérience qu'il racontait, j'allais dire à hauteur d'homme, que finalement ce chemin-là pouvait être aussi un chemin réussi, heureux et respectueux de tous les intervenants dont il a eu besoin pour mener à bien l'arrivée de ses 2 filles ces 2 petites filles nées par GPA. Je crois que son livre s'appelle Qu'est-ce qu'elle a, ma famille. C'est un dossier qui va arriver sur le tapis, si j'ose dire. Enfin, la GPA a priori pas prévu, mais enfin on va parler de la PMA pour toutes. On va commencer par la PMA dans les mois à venir. Emmanuel Macron se saisit de ce dossier. C'est d'ailleurs, je sais pas... Il y a un risque majeur là d'ailleurs. C'est ça, d'hystérisation et de clivage que François Hollande n'a pas du tout, avec ses équipes, anticipé et ensuite pas du tout su canaliser. On n'a pas su rassurer les passions des Français qui sont exprimées à cette occasion. C'est un vrai danger du point de vue de l'opinion publique. Et on voit très bien comment Sens Commun va s'emparer de tout ça. Oui, mais enfin, c'était dans son... Là, pour le coup... C'était dans le programme. Après, on peut se poser la question du timing. Mais Sens Commun, il ne ferait plus rien. Alors, donc, là, franchement, c'est difficile. On voit bien la mobilisation qui commence du côté des évêques. Mais c'est là que le président jupitérien, d'ailleurs, peut être une force véritable pour porter ce genre de Et quand même, une majorité des Français s'est aperçu que le mariage gay n'avait pas bouleversé tellement les choses. Mais même Édouard Philippe a dit qu'il avait changé d'opinion là-dessus, qu'il avait évolué sur la PMA. Bien, on se retrouve dans une petite minute. Benjamin, merci beaucoup. On vous retrouve demain. Vous venez avec moi dans le brunch de l'info demain matin. Je vous accueille avec plaisir. Nous, on se retrouve dans une minute pour la semaine en question. On va parler de Redouane Faïd, l'arrestation de Redouane Faïd, les privatisations. On dit qu'on vend les bijoux de famille. Qu'est-ce que ça veut dire? On va parler du prix Nobel de la paix également qui a été décerné hier. Et puis on va parler du Grand Charles. À tout de suite. Dites hello à votre... Oui, c'est ça. Nous sommes toujours en direct, dernière partie de cette émission. Il est 19h29, très exactement. Dans la nuit de mardi à mercredi, arrestation de l'homme le plus recherché de France. 3 mois de cavale, Redouane Faïd se cachait sous une burqa. On revoit cette affaire avec Esther Lefebvre. À cet instant, les policiers viennent de lui passer les menottes au poignet. Il est 4h20 ce matin. Pour le roi de la Belle, la dernière nuit de cavale vient de s'achever. Dans cette ultime planque, Redouane Faïd vivait depuis plusieurs jours dans ce grand appartement inspecté de fond en comble par les enquêteurs. Les enquêteurs ont saisi dans l'appartement de la rue Carpeau un revolver chargé qui était placé à portée de main directe de Redouane Faïd, une arme automatique de type Uzi, 2 burqas et des perruques ainsi que des téléphones portables. Dans le voisinage, des burqas avaient justement attiré l'attention ces derniers jours. Inhabituels dans ce quartier populaire de Creil. Et puis il y avait ces étonnantes allées et venues signalées à la police
au cœur des conversations entre voisins. Il me dit, j'ai regardé ses chaussures, ce n'étaient pas des chaussures de femme. Il dit, quand il est monté en voiture, il n'avait pas des mains de femme. Il s'agissait donc de costumes pour Redouane Faïd et ses complices installés dans cet appartement. Interpellés au même endroit, son frère Rachid, l'un de ses neveux, ainsi que leur logeuse, une ancienne policière proche du clan familial. Alors, très, très bonne nouvelle, évidemment, pour la place Beauvau, si j'ose dire, sauf que le timing est extraordinaire. C'est le jour de la démission de Gérard Collomb. Oui, et d'ailleurs, je trouve que ça aurait pu être une superbe annonce. Ils auraient pu vanter cette action réussie, mais elle a été totalement masquée par l'épisode de cette transition au gouvernement. Il y a quand même un truc assez drôle, moi, je trouve, c'est qu'un braqueur cherche à se déguiser sous un moyen illégal. C'est comme si c'était collé une grande pancarte illégale à tracer le burqa. Je trouve que c'est un choix particulièrement osé, même s'il a été plutôt malin jusque-là, manifestement. Bon. Le jour de la démission de Gérard Collomb. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'enchaînement des événements pendant cette nuit. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu droit à un tweet à 0h15, si mes souvenirs sont exacts, qui annonçait la démission de Gérard Collomb. Puis un autre tweet, quelques temps après, qui annonçait que Édouard Philippe allait faire l'intérim. Comme si, alors peut-être c'est mon esprit soupçonneux, mais comme si, mise au courant de cette opération, dont je ne veux pas croire qu'elle ait été décidée 2 heures avant, elle avait dû être prévue. Ah ben non, manifestement non. Hein. Donc oui, comme si, mise au courant de cette opération, ils se sont dit, alors en tout cas, c'est pas Gérard Collomb qui va emporter le bénéfice. C'est pas Gérard Collomb qui va partir avec, en plus, à son actif, l'arrestation. Oui, je me suis dit, finalement, ils ont accéléré les choses de façon à ce que, effectivement, ça lui échappe et qu'il soit à ce moment-là plus aux commandes. C'est plausible, ça, il aurait pu néanmoins lui-même s'en féliciter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a été loin de se féliciter de son action. Mais là, au moins, il aurait pu dire je suis content que juste avant de m'en aller, on ait pu arrêter Redouane Faïd. L'opération ait pu réussir. Bon, mais même pas, quoi. Même pas. D'ailleurs, il y a un tweet sur le sujet intéressant du directeur général de la police nationale qui a fait le job lui-même pour se féliciter de cette opération, comme d'ailleurs, au fond, en opposition avec ce manque de félicitations. Il y a une sorte de... Ça devait être frustrant pour eux. Malédiction, sûr, il y a une sorte de malédiction, c'est-à-dire que dès que quelque chose pourrait être considéré en bien, il y a toujours... Ça a été le cas de la Coupe du Monde, c'est vrai d'ailleurs, dont ils n'ont pas du tout profité. Alors, il y a une petite info qu'on apprend dans le papier du Parisien le lendemain matin qui décrit donc cette histoire de fin de cavale, etc. Une petite info, c'est qu'une journaliste de télévision qui prépare un long sujet sur le braqueur hors norme est susceptible d'obtenir une interview du fugitif. C'est ce que pense la police. Que faire donc, se pose-t-on la question à ce moment-là. Décision aurait été prise avec l'accord des juges de suivre à distance la reporter dans l'espoir de mettre la main sur celui qu'il surnomme le fantôme. Et c'est une mesure rarissime. Oui, alors là, on peut se poser des tas de questions sur la liberté de la presse, etc. Là, ça pose problème. Tout ça est au conditionnel. Hein, mais il faut voir aussi, moi, ce qui m'avait quand même un tout petit peu choqué, et puis rétrospectivement, au moment de l'arrestation, ce qu'on a vu, c'est toutes les images qui avaient, mais depuis plusieurs années, un peu à starifier Faïd. Et ça, je trouve, c'est quand même un tout petit peu gênant. On le voit là sur le plateau de LCI il y a quelques années, où il était repenti, il avait sorti un livre, c'était Julien Arnaud, je crois qu'il l'avait reçu à l'époque, etc. Et puis en fait... il n'était pas du tout repenti. La difficulté des repentis, c'est la difficulté de croire aux repentis. C'est bien ça qui rejaillit aussi sur l'ensemble de la lutte sur le terrorisme. C'est vrai qu'il y a des repentis, mais jusqu'où leur faire confiance. Et le malaise que ça suscite dans la police, je crois qu'il faut voir que c'est quand même un corps qui sont mal aimés, pas écoutés, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment faire très attention on parle de ces sujets. Bien évidemment. Autre sujet de la semaine, on a appris dans la semaine, selon la formule consacrée, que l'État vendait ses bijoux de famille. C'est-à-dire qu'on l'État vend ses parts, alors pas la majorité des parts, d'un certain nombre d'entreprises dans laquelle elle a des prises de participation. Voilà, je cherchais le mot. Le but, c'est de récupérer de l'argent. Alors on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de cet argent dans un instant. D'abord, un exemple concret avec Aéroport de Paris, Cyril Adrien-Salmon. C'est une entreprise rentable, plus que rentable. Chaque fois qu'un avion atterrit, qu'un passager achète un produit en boutique ou qu'une voiture se gare dans l'un de ses parkings, ADP touche de l'argent. Avec 100 millions de passagers l'année dernière à Orly et Roissy, la société a enregistré un chiffre d'affaires record de 3,6 milliards d'euros. Une pépite française dont l'État, aujourd'hui actionnaire majoritaire, a décidé de se séparer. Qui pourrait donc la racheter ?
Il y a bien sûr des entreprises chinoises, la Chine se développe, c'est l'endroit d'ailleurs où le trafic aérien se développe le plus vite, des Européens, et puis il y a en France aussi des spécialistes qui gèrent déjà des aéroports dans les régions. Je pense en particulier à Vinci. Vinci qui trouverait là un lot de consolation juteux après l'abandon par le gouvernement du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais rien ne dit à ce stade que l'État confiera forcément ce joyau tricolore stratégique à un Français. Comment dès lors le protéger et empêcher un géant étranger de le démembrer par exemple, en théorie par la loi votée ce matin. La cession des actifs d'ADP se fait que pour une durée, notamment sur le foncier, pour 70 ans. Ça veut dire que dans 70 ans, tout va être mis sur table. Ça n'est pas une opération éternelle et sans retour. C'est une opération qui est encadrée. Autre garde-fou, le groupe choisi ne pourra pas vendre le foncier, c'est-à-dire les bâtiments, les pistes, sans l'autorisation de l'État. Des protections qui ne suffiront pas pour autant à tout contrôler. À l'image de l'aéroport de Toulouse, cédé à un consortium chinois il y a 4 ans, sa gestion est aujourd'hui contestée. Et puis qu'est-ce qu'on fait de cet argent après? Il est affecté à quoi cet argent? Ah ben ça, c'est après... Caisse de l'État. Aux caisses de l'État. Après, c'est à l'État en juger. Ça mais... ne s'engage pas quand ils vendent les bijoux de famille, comme on dit, à réaffecter. Non, je pense qu'il y a pas de parce que les sociétés d'autoroutes, c'était réaffecté à l'entretien des routes. On ne peut pas à la fois dire qu'il y a trop d'État et critiquer les privatisations. Alors, je ne sais pas si celle-là est la bonne ou pas la bonne, mais enfin, d'abord, tous les gouvernements y ont procédé, hein, et surtout le gouvernement de Lionel Jospin, qui était socialiste bon teint, on peut dire. Et donc, c'est vrai que l'État réduit sa voilure, ce qui doit beaucoup mécontenter les jeunes gens qui sont en ce moment à l'ENA, qui disent que c'est autant de postes qu'ils n'auront pas. Voilà, moi, je n'ai pas d'opinion précise sur. Du moment qu'on ne vient pas arrêter le président chinois d'Interpol dans des aéroports possédés par les Chinois. On sait qu'il est monté dans son avion. On s'est posé la question quand même, est-ce que politiquement ça a un impact? En tout cas, il y a eu des réactions politiques à cette affaire. Écoutez. Merci. Et en ce qui concerne l'aéroport de Paris, c'est la porte d'entrée sur le territoire national. C'est en plus de l'aéroport tout le foncier qui en dépend. Mais il n'y a aucune rationalité ni économique, ni financière, ni stratégique dans cette privatisation. C'est des choix de court terme qui sont faits pour des considérations de politique. Et cette stratégie, qui est une stratégie court-termiste, aussi bien sur Aéroport de Paris que sur la Française des Jeux, se fera au détriment des Français au final. Et ça, je le regrette profondément. Vous faites le choix du court terme et vous appauvrissez les Français en bradant leur patrimoine. Tirons les leçons ensemble des privatisations passées. Soyez le garant des intérêts stratégiques et financiers des Français. Monsieur le Premier ministre, renoncez à ces privatisations. Bon, alors on a entendu LR et on a entendu le PS, ça transcende le clivage gauche-droite manifestement. C'est une politique d'opposition. C'est de l'ancien monde, ça, c'est vraiment. C'est un peu jouissif d'entendre les Républicains être contre les privatisations, mais enfin bon, voilà. Ils critiquent ce qu'ils ont eux-mêmes, ce à quoi ils ont eux-mêmes procédé, donc ça n'a aucune valeur politique. Allez, on enchaîne avec une autre info, ça date d'hier. L'homme qui répare les femmes, c'est le docteur Mukwege qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Lui et une ex-esclave sexuelle également, et tout le monde évidemment applaudit. On voit ça avec Justine Corbillon. Il était au bloc, en pleine opération, lorsqu'il a appris qu'il était prix Nobel de la paix. Le monde a mis du temps à reconnaître notre travail. Mais ça y est, le monde commence à entendre les femmes. Une joie proportionnelle au combat de toute une vie. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. 20 ans que Denis Mukwege soigne les femmes victimes de violences sexuelles. Dans cet hôpital de République démocratique du Congo, il a développé de nouvelles techniques de chirurgie réparatrice. Celles qui s'en sortent vivantes, elles nous arrivent avec l'appareil génital détruit, soit par des balles, soit par des objets tranchants ou contondants. Le corps des femmes comme champ de bataille. Pas seulement en République démocratique du Congo, le viol est devenu une arme de guerre, faisant des victimes par millions, une vraie stratégie lors des conflits. Ça détruit les femmes dans leur chair, elles ne peuvent plus avoir d'enfants, donc c'est pour les générations à venir. Des traces sur le corps et dans la tête de Nadia Mourad, détenue et violée pendant 11 mois par l'État islamique. Les décapitations, l'esclavage sexuel, le viol d'enfants. Si toutes ces choses ne vous poussent pas à agir, quand agirez-vous ? Aujourd'hui, plus qu'un prix, c'est la reconnaissance pour son peuple qu'elle réclame. Les Yézidis, minorité kurde d'Irak, persécutée. Et pour ces femmes, 3000 Yézidites seraient encore détenues là-bas.
Alors Dieu sait que le prix Nobel de la paix a été critiqué parfois. Là, tout le monde applaudit. Ce médecin mène un combat depuis des années qui est... Oui, et à la fois dans le contexte des conflits africains, on a vu Tutsi ou tout, la manière dont... Mais de tout temps, les femmes ont été les victimes collatérales des conflits menés par les hommes. Ça qui lui, il dit même plus que ça. Il dit que ce sont des violences sexuelles comme armes de guerre. Les femmes sont devenues des armes malgré elles. Mais vous savez, même au début de la Première Guerre mondiale, les Allemands, l'avancée des troupes allemandes s'est accompagnée de viols de femmes en Belgique et en France. Et on pense qu'il y avait une dimension psychologique dans ces viols. Ce n'était pas simplement des excès de la guerre, mais c'était une manière de terroriser la population. Et donc on voit bien à quel point aujourd'hui c'est devenu, je pense que ça s'est massifié aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est devenu une arme systématique. Évidemment, c'est quelque chose d'horrible. Ça change quelque chose de donner le prix Nobel de la paix à un homme comme le docteur Mukwege? Ça fait plaisir en tout cas. Ouais. Ça fait plaisir. Oui, puis ça change quelque chose. Ça veut dire que c'est une prise de conscience, en tout cas. Lorsqu'on voit sur votre carte tellement de pays dans lesquels ça se passe et sur lesquels un silence assourdissant était mis comme voile, là, il n'y a plus de silence assourdissant sur ce qui se passe, et à cause de ce docteur et à cause aussi de cette esclave sexuelle, franchement, c'est un prix Nobel mérité. Mais est-ce qu'on peut espérer que ça change quelque chose concrètement ? Ça change quelque chose. D'en parler, ça change quelque chose. Par ailleurs, montrer les choses à chacun dans l'espace médiatique, c'est la force du symbole, la force des images, la force des mots qui vont avec ces images. Tout cela, ça a un impact qu'il ne faut pas banaliser. Ce prix Nobel de la paix, d'ailleurs, lui-même, il a beaucoup été banalisé. C'est aussi un moyen de relégitimer la force de ce symbole auprès de l'opinion publique mondiale. Et puis il y a autre chose, même si ça n'est pas la même organisation, on le sait, mais il y a un scandale sexuel à l'Académie Nobel. Alors le Nobel de la paix, il est à part, mais en ce moment, il y a un scandale sexuel qui secoue cette Académie Nobel. Peut-être que c'est aussi un signe ou une volonté de mettre l'accent là-dessus. En tout cas, c'est vrai que c'est un des prix Nobel de ces dernières années qui aura pris sans doute le plus de sens. On s'est étonné quelquefois que Barack Obama ait eu le prix Nobel avant même d'avoir eu des initiatives importantes, qui ait eu des prix Nobel comme ça qu'on sentait plus politique que véritablement arrimé à des enjeux très forts. Là, on peut se dire qu'on a vraiment quelque chose qui touche tout le monde, quoi. Alors hier en France, il y a des images qui ont touché tout le monde aussi. C'est cet hommage à Charles Aznavour. Ça s'est passé aux Invalides, en présence notamment du chef de l'État, mais pas uniquement. On va revoir les plus belles images de cet hommage. Ce matin, le chanteur était inhumé au cimetière de Montfort-l'Amaury, dans le caveau familial. Montfort-l'Amaury, c'est un petit village qui est situé à l'ouest de Paris. Revenons donc sur les images fortes d'hier avec Florence Leknecht. Quel destin, quel parcours pour le petit Chanou-Varinag Aznavourian, devenu le grand Charles Aznavour. Enveloppé du drapeau tricolore et bercé par cette chanson d'amour jouée à la flûte arménienne, le doudouk. Décoration française, rose aux couleurs de l'Arménie. Dans cette cour des Invalides, ils sont venus, ils sont tous là, bien sûr, autour de lui pour cet adieu. Le président de la République française et le Premier ministre d'Arménie, côte à côte. Deux hymnes pour ce fils de l'exil parvenu tout en haut de l'affiche, héros national aussi au pays de ses ancêtres. Et tout Arménien le perçoit comme un proche parent, car Aznavour est celui qui a porté le nom des Arméniens sur le toit du monde, qui a donné une nouvelle couleur et un nouvel élan à la fierté arménienne, qui a pu vivre les joies et les malheurs, les rêves et les aspirations de son peuple. Devant son clan, sa femme Moula et ses enfants, son fils Misha, dont la lettre poignante publiée évoque la difficulté de se résoudre à cette absence, ses amis artistes, un millier de personnes ici, il s'agit d'honorer celui dont nous savions tous terminer les chansons, un maître des mots qui a tant bataillé pour imposer son talent.
Ces chansons ne furent jamais ces rengaines d'un été qui amuse et qu'on oublie. Elles furent, pour des millions de personnes, un baume, un remède, un réconfort. C'est ce compagnon de route qui nous quitte, ce conteur fraternel qui chantait à hauteur d'homme la vérité de nos existences. Et dans le cœur de chacun, il poursuivra son chemin, parce qu'en France, les poètes ne meurent jamais. Il aurait voulu vivre un siècle. Il s'éloigne aujourd'hui un peu avant l'heure, et nous devinons déjà son précieux héritage. Le verbe, les mots, la langue française ciselée, une invitation certaine, au moins de 20 ans, à plonger dans ce temps qu'il est parvenu à nous transmettre. Magnifique, magnifique hommage. Oui, mais d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose. Moi, il y a quelque chose que je retiens, c'est que sa disparition, elle dit quelque chose du soft power, de la puissance de la musique, des atouts culturels qu'on a tendance beaucoup à sous-estimer, mais qui savent traverser les âmes et les frontières. Moi, j'ai une question pour l'historien, parce qu'il y avait hier François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui était là avec sa femme, évidemment, qui connaissait sans aucun doute Charles Aznavour. On se souvient l'année dernière de l'hommage à Johnny Hallyday, etc. Est-ce que, avant, il y a longtemps, les grands chanteurs avaient les honneurs des chefs de l'État? Est-ce que, à l'enterrement de Claude François, il y avait, par exemple, des hommes politiques de premier plan? Je ne le pense pas. Je crois que c'est 1978. Valéry Giscard d'Estaing, qui avait pourtant beaucoup modernisé la communication présidentielle, mais je ne pense pas qu'il y avait des hommes politiques à ce moment-là. C'est vrai aussi que le parcours de Charles Aznavour a fait de lui une sorte d'icône, à la fois du génocide arménien, mais aussi de l'intégration. Enfin, il y avait quelque chose. Il a dit, le président de la République, il dit on devient aussi français par la langue. Il y avait quelque chose qui résonnait. Mais votre question est excellente parce que, en fait, elle témoigne de ce qu'est aujourd'hui, comment dire ça, un déficit d'incarnation de ceux qui nous gouvernent et la recherche justement de substituts à cette incarnation, d'une sorte d'incarnation par délégation. C'est-à-dire qu'en rendant hommage à Johnny Hallyday, en rendant hommage à Charles Aznavour, on essaye de trouver une sorte d'âme collective à laquelle peut se rattacher justement le personnage politique, le leader politique, qui fait sens pour tout le monde. Et c'est pourquoi on retrouve aussi les anciens présidents. Mais c'est pour ça que c'est pas de la récupération politique. C'est pas de la récupération, c'est faire partie, donner le signe qu'on appartient à un peuple, à une histoire, et que ceux qui ont fait cette histoire, notamment des artistes, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, l'Élysée a éteint tout de suite la polémique, parce que certaines personnes ont dit c'était pas assez populaire, il y avait déjà pas assez de monde par rapport à ce que Johnny l'année dernière, évidemment, il y a eu beaucoup de comparaisons, et l'Élysée a éteint tout de suite en disant il n'y a pas de polémique, la famille ne le souhaitait pas, déjà, donc la polémique est vaine. Non, il n'y a pas lieu. Oui, on peut faire de polémique à partir de n'importe quoi. Mais oui, c'est ça. Cette cérémonie aux Invalides était particulièrement bouleversante. Et moi, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est la chanson de la fin, quand toute la foule se met à chanter « Amène-moi ». Amenez-moi, oui. C'est vraiment bouleversant. Et c'est pour ça que Aznavour restera quand même un des premiers chanteurs à avoir si étroitement mêlé la vie, les problèmes, les emmerdes, comme il a dit, et tout ce qui arrive aux Français. Et donc, chaque fois... il y a une chanson qui correspond... y compris dans les années 70, l'homosexualité... Oui, c'est vrai. Avant, quand même... Oui, bien sûr. Et puis... Ceux qui sont au haut de l'affiche et ceux qui arrivent jamais... Un hommage national en France et une journée de deuil national en Arménie, c'est un chanteur. Et cette trajectoire est d'autant plus surprenante qu'on a pu voir au travers des documentaires qu'on a vus là sur les différentes chaînes depuis la mort d'Aznavour. Il a démarré... D'abord, il a mis très longtemps à percer. Et Dieu sait si on s'est moqué de son physique, de sa taille, de sa voix. Mais j'ai relu ou j'ai réentendu même des extraits des journaux de l'époque. C'était d'une violence qu'on a probablement oubliée. Ça n'a pas duré que quelques mois. Il l'a évoqué d'ailleurs Emmanuel Macron. Même Philippe Bouvard faisait un amende honorable lui-même. Absolument. Bien, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur le plateau de cette émission. Je vais vous laisser avec Damien Givlet pour la soirée. Votre grand dossier, Damien. Consacré à Jacqueline Sauvage. Vous avez vu ce qui s'est passé encore cet après-midi devant l'ancien palais de justice de Paris. Muriel
Gabriel Robin, qui se bat contre les violences faites aux femmes, qui demande davantage d'argent. On reviendra sur ce procès emblématique avec un grand format. Jacqueline Sauvage, victime ou coupable, signé Marion Bayot. On l'entendra évidemment, on entendra ses filles qui se sont battues jusqu'au bout. Le président Hollande qui finalement a obtenu sa grâce. Et puis en plateau, Nathalie Tomasini qui est l'une de ses avocates lors du procès. Bien, eh bien écoutez, on vous retrouve à 20h30. Merci beaucoup, merci à tous, passez une bonne soirée. Je vous retrouve demain matin à 10h pour le brunch de l'info. Passez une bonne soirée. Bonne nuit. Vous venez de dire